Bien, ben merci Elsa de prendre de ton temps en ce 11 novembre. Je sais que tu as eu beaucoup de soirées, voire de nuits de prise dans le cadre du débat parlementaire. En fait, on inaugure aujourd'hui avec Alternative communiste une série de rencontres qu'on va organiser avec des personnalités diverses. En fait, on s'est posé la question dans cette situation politique difficile, nous nous sommes interrogés sur ce qu'on pourrait faire d'utile. Et entre autres, nous nous sommes dit que si on pouvait aider à penser l'alternative et le dépassement du capitalisme, ce serait bien et ce serait utile. Et donc, on va organiser un cycle. Tu inaugures aujourd'hui ce cycle de rencontres. Olivier Besancenot m'a donné son accord. D'autres seront invités au rythme de leur disponibilité. Leïla et Fabien on pensait à Isabelle Garot, Chamoiseau, Mauduit, moi avec Edoui Plenel, mais on en aura plein d'autres aussi qu'on va essayer de faire, de rencontrer. Moi, je Euh, suis honorée d'être au milieu de toute cette liste-là, alors. T'es pas au milieu, t'es au début. Donc, bon, alors en ce moment, comme je vois que c'est. Donc, je vais commencer. Le but, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je vais te poser des questions pendant un petit moment. On va peut-être se prendre une demi-heure de questions et peut-être une demi-heure ensuite pour celles et ceux qui sont en ligne avec nous, ben, qui puissent t'interroger si on le souhaite en levant leur main ou en intervenant sur le chat. Bon, bon, comme c'est un peu la mode en ce moment, que j'ai vu que tout le monde faisait des déclarations, je vais commencer par une première question pour déblayer la politique aérie. Est-ce que tu es candidate aux élections présidentielles? Eh bien, écoute, j'attendais ce moment pour me déclarer, donc c'est parfait. Non. En vrai, je crois que dans la période, on n'a pas besoin de candidats à l'appel, même si je respecte le choix de celles et ceux qui se déclarent. Mais je dirais qu'on a surtout besoin, on y reviendra peut-être, mais d'un projet politique. Mais on va avoir besoin d'un candidat ou d'une candidate commune. À mon avis, de la gauche et des écologistes, c'est ce qui me semble assez prioritaire. Dans ta question, comme je vois les profils que tu évoques, je fais quand même une remarque, même si évidemment on est dans un moment que où je trouve que la politique est évidemment beaucoup trop tournée sur la question de la présidentielle et ça n'a rien d'étonnant parce qu'on a aussi quelque part une société qui s'est habituée à ça. Je note quand même qu'à gauche, maintenant, on a aussi des femmes qui se déclarent candidates et qui s'en sentent les épaules. Et je trouve que c'est à noter, même si tout ça se fait dans un cycle aussi où évidemment, être candidat à la présidentielle devient quelque part presque un objectif de carrière. Je trouve que c'est tout de même un élément intéressant, en tout cas par rapport à ta question. D'abord dire que moi, je trouve être député d'une circonscription qui est au centre du monde et d'une belle circonscription populaire, c'est un super engagement politique qui me va très bien parce qu'il mêle des questions nationales et des vraies questions de terrain et des rencontres. Et que dans la période, j'ai quand même le sentiment, et pas qu'un sentiment, en tout cas c'est un élément d'analyse, que les citoyens, non pas se désintéresseraient de la politique, mais se sentent très éloignés du monde politique tel qu'il fonctionne. Et donc, je crois que ces éléments de terrain et de proximité, l'air de rien, ils ont aussi quelque chose de très politique et qui me correspondent bien. En tout cas, peut-être sur le profil qu'on aura à avoir pour la présidentielle, ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on aura besoin d'un profil très unitaire, très collectif. Hmm. Alors, bon, j'avais prévu de te demander si tu pensais que c'était le moment pour se déclarer, mais tu l'as un peu dit en sous-titre. Donc, plutôt passer un peu. Comment tu qualifierais la situation politique? Parce que bon, enfin, moi, je fais plein de réunions où bon, il y en a qui disent c'est le bordel, il n'y a plus de repères, c'est difficile. Enfin, mais bon, mais ça, tout ça, c'est pas des qualificatifs très politiques en fait. Comment Mm. tu qualifierais cela, toi? Bon, évidemment, je pense que le mot crise qu'on utilise depuis des décennies, en même temps, il continue de bien coller à la situation de crise profonde qui dure. Je pense que c'était pas faux au moment où le président de la République
à nommer, renommer, démissionner des premiers ministres. Et d'ailleurs, c'est vrai depuis juin 2024 qu'on est au bord de la crise de régime et qu'Emmanuel Macron l'alimente par un jusqu'au boutisme qui peut sembler délirant, lunaire pour beaucoup de gens, mais qui est l'illustration en réalité aussi d'un instant du capitalisme où pour pouvoir sauvegarder les intérêts des héritiers, des possédants, de la classe dirigeante, eh bien, il y a un président de la République qui s'accapare l'appareil d'État pour être au service de cette caste et qui est prêt, y compris à refuser et à faire comme si il n'y avait pas d'expression populaire autour d'éléments programmatiques et d'aspirations sociales, démocratiques, écologistes. Et dans le même temps, je trouve qu'il a opéré quelque chose d'assez vertigineux du point de vue aussi d'une forme de déflagration du monde politique, je dirais de la gauche à l'instant T, mais c'est vrai aussi de la droite qui ne sait plus très bien où elle va, ou qui en tout cas est en train de glisser vers l'extrême droite, mais qui, y compris dans ses votes, on le voit, et très souvent dans une forme d'incohérence, et c'est vrai aussi pour nous. Et puis, évidemment, je pense que pour qualifier la période, alors on parle à l'échelle nationale, mais aussi internationale, aussi en période extrêmement inquiétante du point de vue de la fascisation. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu l'autre jour Bardella qui était interviewé sur LCI, à qui on demandait s'il fallait faire un référendum sur l'immigration. Je répondais évidemment que oui. Le journaliste lui demandait, ben oui, mais si ça ne correspond pas exactement à ce que vous voulez. En gros, il expliquait que il était presque prêt à faire un putsch vis-à-vis des Français si ça ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait, à ce qu'il préconisait. Et je pense qu'il faut pas mésestimer ou sous-estimer ce que peut être la violence de l'extrême droite au pouvoir. Mais je veux dire aussi que je ne crois pas aujourd'hui qu'ils aient gagné la bataille idéologique. Il n'y a pas, et c'est heureux, même s'il y a des groupuscules néo-nazis, on ne voit pas de mouvement de masse, de mobilisation accompagnant l'extrême droite dans la société française, en tout cas. Eux, aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est de gagner l'appareil d'État et de pouvoir s'en servir pour dérouler leur programme. D'ailleurs, je dis que notre état de droit en France est extrêmement friable et donc ce serait extrêmement dangereux. Mais je crois que ça dit quelque chose pour nous, à gauche, et a fortiori pour des communistes, c'est que s'ils n'ont pas gagné cette bataille idéologique, alors nous, il faut être capable de la mener, de mener la bataille d'idées et ne surtout pas être dans une forme délégataire. Donc de faire de la politique et de chercher à ce qu'il y ait des mobilisations sociales, ce qu'on appelle une société civile mobilisée, une société civile de progrès mobilisée. Et puis, je veux dire, une fois qu'on a dit que c'était une grande crise et une grande confusion, c'est un peu l'habitude des fois dans des rapports politiques, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus la capacité éruptive qu'il peut y avoir dans la période. On peut prendre évidemment l'exemple de l'élection du maire de New York, même si j'ai conscience que c'est New York et que c'est un électorat plutôt démocrate. En revanche, ça se fait quand même dans l'Amérique de Trump, qui a déployé avec une force inouïe, une autorité, un technofascisme à l'œuvre, et que donc c'est pas rien qu'un maire qui assume des propositions très sociales, qui s'assume comme étant musulman, comme étant né à l'étranger, qui assume qualifier de génocide ce qui se passe à Gaza et qu'il gagne. Je pense que c'est aussi des éléments qui peuvent non pas nous rassurer à bon compte, mais en tout cas nous dire que en regardant aussi ce qui se passe chez nous avec, par exemple, la mobilisation du 10 septembre, celle du 18 septembre, euh, et même si je pense que, par exemple, la taxe Zuckman n'est pas la panacée, le fait que ce soit devenu, loin de là même, que ce soit devenu un outil pour réclamer et pour aspirer à de la justice fiscale dans le pays, je pense que ça raconte quelque chose aussi euh,
de positif, à condition évidemment d'être en capacité de raconter quelque chose au pays, d'avoir un objectif mobilisateur, d'avoir un projet politique. Et sur ce point, je dois dire que on n'a pas rien, euh, on n'a pas rien à gauche. On a été en capacité de proposer un programme en commun. On pourrait avoir des choses à y redire, mais il me semble en tout cas raconter quelque chose à gauche. Mais on sait aussi entre nous, je le crois, que un programme, ça suffit pas. Que les gens peuvent nous identifier à des questions de justice sociale, ils peuvent nous identifier comme étant présents sur les questions de défense des opprimés, ils peuvent nous identifier voilà, sur certains points. C'est pas suffisant. Et je crois que par rapport à ta première question, par rapport au candidat à la présidentielle, s'il y a bien quelque chose qui est urgent, c'est cette question aujourd'hui du projet. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde à plus 4 degrés sans être euh, uniquement dans des interdictions? Je pense que la gauche, par exemple, a raison de demander l'interdiction de Chine au BHV, mais elle ne peut pas être résumée à ça. Je pense qu'une politique de l'accueil, une accueil à la fois de celles et ceux qui vivent dans le pays, mais de ceux qui pourraient arriver, qu'est-ce que ça veut dire en termes de services publics? Comment on fait force sociale dans le pays? Comment on fait pour que les travailleurs ils aient du pouvoir et qu'est-ce que ça veut dire une entreprise au XXIe siècle et le travail au XXIe siècle? Ça, c'est des questions qu'on doit être capable de pouvoir porter et qui me semblent absolument prioritaires. Donc, pour résumer, on est dans une période, comme toujours, ou enfin, comme souvent en tout cas, avec une crise qui dure, où je pense que la Ve République est à l'agonie et que ça peut durer longtemps, mais aussi dans une période où les éruptions sont possibles, mais elles ne sont possibles que si on est en capacité de les porter vers de l'espoir et pas vers du ressentiment. Mm. Je vais t'embêter un peu parce que j'ai non, sur l'extrême droite, oui, on a enfin, encore qu'il y a eu des défilés hein, fachos hein, dans Paris, à Lyon et autres. Les résultats de sondage sont assez inquiétants, donc oui, il y a de la résistance, mais il y a quand même plutôt une extrême droite en France, mais aussi en Europe et dans le monde qui a le vent en poupe. D'ailleurs, tu es à la digue, donc il faudra que tu t'expliques aussi c'est quoi ce Mm. truc, la digue avec Pouria. Euh, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on néglige le danger d'extrême droite. J'entends bien ce que tu dis sur on a des raisons d'espérer, on a heureusement d'ailleurs, sinon je sais pas quoi d'ailleurs, mais ce serait dramatique. Mais est-ce que là, dans la période, on ne néglige pas trop ce caractère dangereux et voire ce technofascisme aussi qui se développe Tu as raison de me demander de préciser parce que je ne voudrais pas que ce que je viens de dire euh, minimise le risque d'ascension de l'extrême droite. D'abord, enfin, franchement, je pense qu'y compris à gauche, mais pas seulement, quand on voit l'Amérique de Trump, l'Argentine de Milei, sa tronçonneuse, l'Italie de Meloni, la Turquie d'Erdogan, quand on voit Orban, Poutine, Netanyahou, enfin, il y a des sérieuses raisons de flipper. Et on voit une internationale réactionnaire, fasciste, qui se met en place et qui, y compris, se lie entre elles. Donc, vraiment, il y a des raisons de flipper. On peut aussi analyser que, je dirais, le fascisme a ses nouveautés, mais n'empêche qu'il y a une violence à l'œuvre, qu'elle est l'expression aussi d'une volonté de la classe dominante de rester en place. On peut voir des éléments extrêmement inquiétants aussi dans le fait que, eh bien, aujourd'hui, on voit des responsables médiatiques, mais aussi des grands patrons n'avoir plus aucune gêne à organiser des dîners avec l'extrême droite pour voir comment faire demain. Enfin, tout ça est extrêmement inquiétant. Mais peut-être pour préciser, d'abord, je pense que euh, quand on compare avec les années 30, j'ai plutôt le sentiment que ça tranquillise les gens. Je m'explique. En réalité, j'ai du mal à penser que, même si la comparaison elle est extrêmement intéressante d'un point de vue historique,
j'ai tendance à rejoindre Johan Chapoutot là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des éléments d'histoire qui sont intéressants parce que dire par exemple que rappeler le fait que c'est la classe dirigeante en Allemagne qui a donné le pouvoir à l'extrême droite dans un moment aussi de crise en évinçant la gauche et en livrant le pouvoir à l'extrême droite aussi pour des questions liées euh, au taux de rendement, etc., c'est des éléments qui nous permettent de prendre conscience et d'analyser comment peut se dérouler l'ascension de l'extrême droite. Mais en revanche, quand on fait des comparaisons, pour le dire comme ça, les gens ils voient bien que ni Bardella, ni Marine Le Pen, ni même Milei, c'est Hitler. Et donc, quelque part, ils sont tranquillisés avec l'idée que ce serait moins grave. Euh, ils ne voient pas non plus de milices dans la rue, même si tu as raison, il y a des milices néofascistes par petits groupuscules qui viennent casser la tronche à des militants de la CGT ou autres, et que c'est extrêmement grave. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, quand je dis ça, que il ne faut pas penser, quand on fait ces comparaisons, et c'est là que je rejoins Chapoutot, Chapoutot dans son bouquin, ce qu'il dit, c'est en fait, quand on compare avec les années 30, on fait le fil historique et puis on arrive à l'ascension au pouvoir des nazis. Et ce qu'il dit, c'est ce à quoi il faut faire attention, c'est que ce n'est pas inéluctable. Et donc, moi, ce que je veux pointer, c'est à quel point aujourd'hui, on peut faire en sorte encore que ça n'arrive pas. Et c'est pour ça que je pose les conditions, c'est-à-dire parce que dans les années 30, c'est aussi comment la gauche se fait atomiser, comment elle se fait exclure, comment elle se fait marginaliser. Et donc cette question-là, comment les forces sociales, les forces politiques progressistes, elles se mettent à niveau, et ça veut dire qu'elles ne minimisent pas le danger de l'extrême droite et de son ascension, mais en revanche, de ne pas capituler quelque part devant un récit qui se déroulerait devant nos yeux. Voilà ce que je veux dire. Et pour rajouter à ton inquiétude, euh, peut-être qu'il faut aussi dire que, par exemple, le troisième mandat de Netanyahou ou le deuxième mandat de Trump n'est pas le premier mandat de Netanyahou ou le premier mandat de Trump. Et qu'une extrême droite au pouvoir, élue par les gens d'ailleurs là pour le coup, et qui revient au pouvoir, on voit aussi le glissement qui s'organise dans la société et comment ça peut effectivement aller très vite. Donc vraiment, enfin, moi je le redis, ça me terrifie et je garde en mémoire la trouille que ça a pu générer lors de l'élection législative de 2024 dans ma circonscription, et pas que, mais dans une circonscription populaire avec de nombreuses personnes racisées, etc., qui avaient une conscience aiguë de ce que pouvait générer l'extrême droite dans leur corps et dans leur vie. Et moi, en tout cas, c'est un truc qui m'anime fort. Donc, évidemment que je ne minimise absolument pas, mais je voudrais pas je voudrais pas qu'on baisse les bras. Ouais. Voilà, dire comme ça. Alors, au risque de chagriner Gilles Tassé, qui dans la discussion met se concentrer sur le risque fasciste qui est réel ne peut nous détourner de nos objectifs propres. Nous avons aussi autre chose à proposer que combattre le fascisme. Enfin bon, je ne veux pas le chagriner parce que je suis d'accord aussi à moitié ce qu'il dit, mais j'ai quand même une inquiétude, c'est que ça va me faire la transition sur le débat au Parlement, c'est qu'il y a la bourgeoisie et la droite ont quand même réussi à faire passer l'idée que le danger de l'extrême, c'est la FI et puis l'extrême droite. C'est tout juste d'ailleurs si enfin, ils ont exclu même la FI de ce qu'on appelle, de ce qu'ils appellent d'ailleurs l'arc républicain. Et par contre, l'extrême droite, ils sont en train de l'insérer dedans. Donc on voit qu'idéologiquement, il y a quand même des choses qui bougent hein, dans notre société de ce point de vue-là. Oui, enfin, tu as raison, parce que le dos à dos, en fait, le seul effet que ça produit, c'est de banaliser un peu plus l'extrême droite et donc, eux, de les intégrer. En fait, le mouvement que ça crée, c'est de les intégrer, eux, à l'arc républicain, alors que dans le même temps, parce qu'en fait, l'arc républicain, ça pourrait y compris correspondre à l'idée Front républicain, qui s'est organisé il n'y a jamais qu'un an et qui a été un élément de mobilisation dans la société pour refuser l'extrême droite. Et donc, enfin, l'effet, pour moi, il est absolument celui-là. Et on le voit, moi, de ma fenêtre, en tout cas, à l'Assemblée nationale, ce que je vois, c'est combien aujourd'hui, en très peu de temps, parce qu'en fait, ça fait pas longtemps qu'il y a un vrai groupe du Rassemblement national à l'Assemblée.
Euh, Quand je suis arrivée en 2017, il n'y avait pas de groupe et il y avait quelques députés non inscrits du Rassemblement national euh, qui étaient vraiment considérés comme à part de cette assemblée. Euh, Aujourd'hui, on voit une présidente de l'Assemblée nationale qui se bat pour considérer que c'est normal qu'il soit au bureau de l'Assemblée nationale parce que c'est représentatif de, de l'Assemblée nationale. Je vois des ministres, mais aussi leurs conseillers, être extrêmement courtois, voire chaleureux avec des députés du Rassemblement national. Et ça, évidemment, n'est que l'expression d'un lien politique plus fort quand on voit, par exemple, au moment de la loi immigration, des pans entiers du programme du Rassemblement national sur la préférence nationale qui sont intégrés dans notre corpus idéologique, mais aussi aujourd'hui, en tout cas, une tranquillité à considérer l'extrême droite dans ce fameux arc républicain. Et puis, une mise à part, une mise au banc de la France insoumise, sur laquelle, évidemment, moi, j'invite à faire extrêmement attention. On peut avoir, enfin, moi, je peux formuler parfois des critiques sur la France insoumise. J'interrogerai tout à l'heure Euh, là-dessus. Je dévoile pas tout. ouais, ouais, ouais. Non, mais on peut, voilà, on peut leur dire qu'ils pourraient mieux lutter contre leur propre marginalisation. Y compris, je pense que en tant que membre du PCF, je vois de quoi on peut parler dans ce genre de choses. Mais en revanche, comme ça a pu être le cas pour les communistes, je pense qu'on devrait se souvenir de ce que ça donne, parce qu'en fait, c'est l'expression, tout ça, d'un rejet de tout ce qui est une militance progressiste, et qu'en réalité, nous, ça nous marginalise aussi de fait, même si à bon compte, de temps en temps, je vois que Fabien Roussel peut se satisfaire d'être considéré dans le camp des raisonnables. Mais dans une période avec un tel affrontement de classe, honnêtement, être du côté des raisonnables, je ne sais pas si c'est la meilleure idée. Alors, bon, comme on est arrivé sur... je ne propose pas de parler de Fabien. Comme on est arrivé, comme on est arrivé dans l'Assemblée, une question un peu plus directe. Est-ce qu'il fallait, comme l'a fait le PS, écarter la censure pour essayer d'améliorer ce et ces budgets? Parce qu'en fait, il y a deux budgets en discussion. Bah, évidemment, enfin non, je crois que c'est une énorme connerie. Euh, je rappelle quand même que la question de la censure, elle n'est pas uniquement sur le fait qu'il y a un budget dégueulasse, hein. Parce que ça, à la limite, c'était vrai presque tous les ans. Et on est dans une opposition qui vote contre un budget, enfin normalement, c'est un peu la base, quoi, Ah, quand on est dans l'opposition. On pourra revenir, si vous voulez, sur le PLFSS. En tout cas, au moment où il y a cette censure, on n'est pas uniquement sur la question de l'austérité et du budget qui est proposé. On est sur un moment où Macron va jusqu'au bout de son maintien au pouvoir contre les expressions démocratiques. Et c'est là-dessus que la censure se fait, en sachant très bien que si on loupe cette étape, alors on est dans un piège, et d'ailleurs qui potentiellement peut et va se refermer contre nous, où il y a un renversement de la charge de la responsabilité. Je m'explique là-dessus. Je pense qu'à la rentrée, jusqu'à au moment de la censure, et d'ailleurs vous pouviez écouter même les médias à l'époque, d'un seul coup, il y avait à peu près tout le monde qui expliquait que Macron, ça allait pas, quoi. Que ce qu'il faisait était fou, délirant, lunaire, etc. Et franchement, je pense que la censure aurait été largement comprise. Même si, et ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à l'analyser et en discuter, même si je pense qu'il y a une trouille qui existe dans certains partis de gauche, mais aussi dans la population, qu'en cas de dissolution, l'extrême droite prenne le pouvoir, en tout cas, prenne Matignon. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est que là, il y avait pour eux la possibilité d'expliquer, bah, écoutez, nous, on propose un budget, regardez, on ne prend même pas le 49.3, on ne l'utilise pas. Et donc, à la fin, bah, si on n'y arrive pas, ce sera de la faute du Parlement, pas de notre faute. Et c'est très clairement le piège qui est en train de se dérouler contre nous. Moi, je vois très bien le Cornu venir expliquer que on n'a pas fini le budget, qu'il va falloir prendre des décisions, que l'Assemblée n'en est pas capable, que les oppositions sont irresponsables.
Et que donc, eux sont quelque part les responsables et les raisonnables dans la période. Et puis, bon, j'ai entendu plusieurs fois les responsables du PS dire nous, on veut améliorer la vie. Je comprends cette phrase parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie cet objectif et qu'il doit être prioritaire, y compris pour nous. En revanche, là, on ne va pas améliorer la vie des gens avec ce budget. Hein. Là, les seuls gains possibles, et encore, ils sont très improbables, c'est qu'on va rendre moins pire un projet qui était absolument infâme. Donc, plutôt que de se prendre un coup de poing, les gens vont se prendre une gifle. Ça, je pense que ça peut faire partie des batailles politiques, évidemment, à certains moments, mais qui ne peuvent à aucun moment nous empêcher de retourner vers le peuple souverain quand il y a des impasses politiques à ce point-là. Donc la censure, pour moi, c'était dire, écoutez, les impasses politiques, la confusion est immense, il faut que le peuple décide. Et quelles que soient les difficultés qui peut y avoir devant nous, en tout cas, je pense que comme communiste, on peut pas éviter ce sujet. Quoi. Oui, d'ailleurs, je voulais te remercier d'avoir voté contre Gennevilliers, Centre du Monde. C'est encore. Enfin, c'est pas que Gennevilliers, il y avait une et Colombe. Mais, Ouais, c'est mais Marx c'est pas ça que je aussi. voulais dire, ça c'est une bêtise de parler comme ça, mais surtout, c'est ce que je voulais insister, c'est il y a une stratégie en fait gouvernementale. Maintenant, on nous annonce des trucs dramatiques, apocalyptiques, on nous en fait que la moitié et on est content, alors que ça reste apocalyptique. Mais je voulais juste savoir comment ça se passe en fait à l'Assemblée sur les amendements entre partis de gauche. Donc il y a des différences de stratégie. On parle UPS, il y a l'AFI, il y a GDR. Chaque groupe est traversé de contradictions, j'imagine. Comment ça se passe dans le groupe GDR d'ailleurs. Donc comment ça se passe tout ça là? Faites-nous un peu vivre de l'intérieur de votre bocal. Faut que je dise la vérité. Ce serait, ce serait mieux. Bah, honnêtement, pas très très bien en fait. Hein. Pas très très bien parce que on est quand même assez éloigné de ce qu'ont pu être d'autres moments, comme le début de la NUPES ou de l'NFP. Que... Alors, c'est ambigu parce que si tu regardes strictement les amendements proposés et les votes sur les amendements proposés dans le cadre du budget, en réalité, on reste sur quelque chose de très commun. Je pense, j'ai pas fait l'analyse, il faudrait la faire, mais elle viendra peut-être. Mais en tout cas, sur les amendements déposés en commun et les votes, je pense qu'on reste sur un gros 90% de votes communs. Donc, ça raconte quelque chose quand même d'un contenu et d'un fond qui continue d'être commun entre nous. La question, c'est qu'on est à couteau tiré sur les questions stratégiques. Elle reviendra peut-être, mais et ça a été, c'est aussi ça l'expression du vote sur la partie recette du PLFSS où on le voit dans le groupe GDR, mais on le voit dans toute la gauche où c'est quand même fou que sur le vote d'une partie du budget, on se retrouve avec des votes pour, abstention et contre de la part de la gauche. Moi, je suis sortie de l'hémicycle à ce moment-là, j'ai entendu, ça m'a fait mal au bide, une députée macroniste qui était au téléphone, qui était en train de raconter ça à quelqu'un et qui parlait d'un autre groupe et qui disait mais tu te rends compte, ils ont voté ça, alors que là, il y a des communistes et des socialistes qui ont voté comme nous. Et là, d'entendre quelque chose qui se concrétise comme ça dans la bouche d'une députée macroniste qui vient expliquer qu'il y a les communistes et les socialistes qui ont voté pareil qu'eux dans un budget et qui, quelque part, sont satisfaits, j'avoue que ça raconte quelque chose de l'éclatement et de la déflagration qui se produit, quoi, donc qui est évidemment inquiétante. Et puis, on le voit aussi dans les expressions entre le PS et l'AFI, qui se fait vraiment, là, pour le coup, à couteau tiré, où régulièrement, il y a des pics entre les uns et les autres. Et, et où on voit aussi que, évidemment, dans les questions stratégiques, pointe, en tout cas pour une part, et précisément là pour le PS, mais pas seulement, je crois que c'est vrai aussi dans le groupe GDR, une peur de la dissolution qui est d'autant plus forte qu'il y a une stratégie de division de la gauche, et donc qui renforce cette peur de la dissolution et donc de la perte à gauche, parce que je crois qu'ils en ont conscience.
Et dans le groupe GDR, ce que je peux dire, c'est que c'est très bizarre parce qu'à la fois, je trouve que, je vais le dire comme ça, mais sous la présidence de Stéphane Peu, on a plutôt plus de débats politiques et c'est une bonne chose. Euh, et à la fois, je pense qu'on n'est pas étanche euh, au fait que dans le Parti communiste, il y a aussi, comment je pourrais qualifier ça? J'ai des bandades qui me viennent, mais c'est pas le bon terme, euh, Perte de sur les questions repère. idéologiques. Ouais, une perte de repères sur les questions idéologiques. Et que donc, on se laisse beaucoup embarquer par, même si c'est toujours intéressant de savoir ce que font les autres groupes, là, j'ai l'impression que parfois, en fait, on campe nos positions par rapport à ceux dont on se sent le plus proche à gauche, quoi. Plus que qu'est-ce qu'on incarne nous, qu'est-ce qu'on peut incarner nous comme groupe GDR. Et ça, je trouve que c'est très, ouais, ça va pas bien, quoi. J'aimerais rassurer, mais je veux dire une chose aussi, parce que c'est intéressant de parler de l'Assemblée et forcément, je comprends qu'on s'y intéresse dans cette période. Mais en même temps, je vais alerter sur quelque chose, et je le dis à fortiori en tant que député, la politique, c'est pas que l'Assemblée nationale, quoi. Et encore moins quand on est à gauche. Tu parlais tout à l'heure, surtout ne pas être dans une forme délégataire. Moi, j'ai pas de souci à me dire représentante du peuple, mais pas y avoir de dépossession. Et donc là, j'ai quand même le sentiment que tout est tourné vers l'Assemblée nationale, que tous les dirigeants politiques à gauche ne s'expriment que depuis les points de vue de l'Assemblée nationale, alors même qu'ils ne sont pas tous députés, hein, et que c'est asphyxiant à souhait parce que on a besoin de mener des campagnes politiques et que oui, parfois quand on est député, on va voter des choses parce que c'est mieux que si c'est moins pire. Mais c'est pas ça faire de la politique. C'est Pas seulement je- ça, on va dire. c'est pas seulement ça. Je dirais même que, enfin, c'est pas surtout pas ça, mais c'est pas d'abord ça en tout cas. Voilà. Bien sûr que c'est un mandat politique que d'être député et c'est important d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Moi, je suis pour qu'on ait des représentants dans les institutions, mais d'abord, qu'est-ce qu'on y fait? Et ensuite, ça ne peut pas être la seule forme d'expression politique et de militance politique. Et en ce moment, j'ai un peu l'impression qu'on se cantonne à ça et ça me semble très asphyxiant et quelque part très éloigné, encore plus dans un moment où on discute du budget, qui est un moment qui est à la fois très important, mais qui est totalement opaque pour la majeure partie de la population. Mais en nous décrivant ces pertes de repères, il y a peut-être d'autres repères qui se font. De votre point de vue, est-ce qu'il y a deux gauches irréconciliables qui sont en train de se construire? Parce qu'il y a un peu ça qu'on sent un peu se développer, ou comment on fait pour empêcher que ce soit le cas? Alors peut-être que ça renvoie d'ailleurs au terrain, parce que c'est pas qu'à l'Assemblée que ça se joue, ça. Bah, euh, c'est fou parce que on avait un peu l'impression que cette question, elle était derrière nous. Euh, Moi, j'ai essentiellement commencé à faire de la politique en 2005, au moment du TCE, du CPE. Puis, il y a eu, il y a eu les questions de 2008, il y a la crise aussi. Euh, et puis, il y a eu le mandat François Hollande. Et donc, entre 2005 et 2022, il y a toutes les questions liées au sein de la gauche au rapport au néolibéralisme. Et je crois qu'il y a une gauche antilibérale, mais j'espère pas que anti quelque chose, mais aussi une gauche qui est en capacité d'être extrêmement déterminée du point de vue de l'égalité et de la liberté, qui a gagné en fait ce débat. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a écrasé le reste de la gauche, mais qu'elle a réussi à créer quelque part une forme d'unité euh, malgré de la diversité au sein de la gauche. Et j'ai le sentiment que c'est ça qui doit être retenu. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des amendements, des votes communs qui disent quand même qu'il y a un fond commun. Il y a eu la NUPES et le NFP sur lesquels on a réussi à se mettre aussi d'accord. Moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il y a surtout des stratégies qui se confrontent et qui tentent d'installer ce scénario de débauche. Et je note au passage que, évidemment, ça arrange beaucoup la Macronie.
Et d'ailleurs, Macron avait fait le pari en 2024, au moment des élections législatives, au moment de la dissolution, que la gauche serait divisée. Et c'est parce elle a su s'unir qu'on a déjoué le scénario, parce que je pense que sinon, Bardella, aujourd'hui, serait déjà à Matignon. Donc, je crois qu'il voit. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas aujourd'hui. Enfin, je sais ce qu'il faut faire, je ne sais pas ce qu'il en sera demain. Hmm. Mais en tout cas, à mon sens, il y a quelque chose d'un contresens politique et historique à l'heure d'un risque fasciste à vouloir jouer le jeu des deux gauches irréconciliables. À mon avis, enfin, voilà, je le dis comme ça, c'est pour moi un contresens historique, une erreur politique, d'autant que je pense que, pas simplement en relevant les manches, mais en allant au boulot politique, il faut faire de la politique. Je répète, les choses ont rien d'inéluctable. Mais ça demande évidemment que les débats stratégiques, parce qu'ils ne sont pas minces, il ne faut pas les minimiser, les débats stratégiques qu'on a. Il y a là un PS en ce moment qui, de nouveau, a cette quête, à mon avis, illusoire d'aller chercher au centre. Euh, pense y compris que par de petits arrangements ou de petites améliorations, on est en capacité d'améliorer la vie des gens, ce que je ne crois pas, vu aujourd'hui la violence engendrée par la perpétuation des intérêts capitalistes. Je ne crois pas qu'on s'en sort avec ce type de petites négociations ou arrangements ou compromis, quelques mots qu'on met derrière. Et donc, je crois que ce débat-là, il faut être en capacité de l'avoir et de se disputer avec eux, mais qu'en revanche, ça peut sembler contradictoire, mais je ne crois pas, enfin, ça me semble cohérent. Moi, ça me semble cohérent. Cette dispute, il faut la mener parce qu'on a besoin d'être unis pour tenter de jouer le scénario, quoi. Je reprendrai les questions de Patrick dans le chat après, mais je vais prendre appui sur ce que dit Gilles Tassé. Être élu ou pas être, ne pas l'être, ne peut pas être l'alpha et l'oméga de nos pratiques. Sainte-Soline, les gilets jaunes, les batailles syndicales, autant de voix de passage pour agir. Euh, Moi, je me demandais si la question n'est pas aussi, en lien avec ce que tu dis, c'est de mettre ces questions stratégiques sur le terrain. Et donc, est-ce qu'il ne nous faudrait pas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est souhaitable de relancer une dynamique du nouveau Front populaire ou d'un nouveau Front populaire, enfin, d'un nouveau, c'est déjà, ça s'appelle déjà le nouveau Front populaire. Mais de ce type, enfin, pour ma part, je vois pas trop d'autres solutions sans faire ça. Et de le faire à la base. L'échec, c'est à chaque fois ce ne sont que des accords d'appareil, mais d'arriver à traiter ces questions-là en bas sans être basiste, parce qu'il faut que les organisations aussi travaillent ces questions-là. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'on souffre de ça, de manque, on a du mal à faire vivre les comités locaux quand même? Ben ouais, mais parce que c'est toujours un mouvement, comment dire, qui a besoin enfin, qui a besoin des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, moi je crois, enfin je le dis souvent comme ça, mais je pense pas que la gauche puisse gagner et faire gagner s'il n'y a pas un socle dans la société mobilisé, qui vient d'ailleurs qui vient emmerder la gauche au pouvoir, mais qui est aussi mobilisé pour continuer à mener des batailles politiques. Et à la fois, je crois que c'est difficile qu'il y ait des mobilisations si elles ne trouvent pas de perspective politique. Donc, moi, j'ai ressenti au moment de juin 2024 des choses intéressantes de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une responsabilité des orgas politiques aussi avec des intérêts propres, on ne va pas se le cacher. Je pense que si elles n'avaient pas senti toutes que c'est aussi le moyen de sauvegarder et de gagner les élections, ou en tout cas de sauvegarder des postes, peut-être qu'elles ne l'auraient pas fait. Mais soit ça a été fait. Mais ce qu'on a vu, c'est aussi une société à ce moment-là qui à la fois aspirait à ce qu'il y ait cette unité et qu'une fois qu'elle a été mise en œuvre, a été en capacité elle-même de se rassembler, de se mobiliser, et ça a créé des effets, y compris dans des zones qui souvent ne se mobilisent pas lors des élections. Donc, mais ça a été sur 3 semaines et c'est très vite retombé. Donc, pour moi, c'est des germes extrêmement intéressantes, mais on a bien vu qu'avec l'expérience NFP, avec l'expérience NUPES, il n'y a pas eu la volonté chez les orgas politiques de permettre ça, parce que la volonté hégémonique repointait toujours le bout de son nez une fois l'élection passée.
Donc, je crois qu'il y a ces deux mouvements-là, ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de patience des deux. Moi, j'ai envie de dire que je pense que la pression unitaire, elle peut se faire aussi au travers d'organes, de sociétés civiles déjà mobilisées, mais j'ai du mal à croire que de manière spontanée, sans perspective politique, on va avoir des groupes qui, dans la durée, je dis bien dans la durée, vont être en capacité de faire ce travail de mobilisation, d'accompagnement émancipateur, etc. Il y a eu des expériences, hein. On peut penser à la question des gilets jaunes, etc. Mais on voit bien comment tout ça ne reste pas. Et donc, moi, c'est pour ça je pousse vraiment à ce que les orgas politiques, même si elles sont affaiblies et que finalement, aujourd'hui, si on regarde en nombre d'adhérents, elles sont assez faibles, euh, je pense qu'elles ont un rôle majeur pour pouvoir, pour permettre en tout cas que des mobilisations se créent, y compris à l'échelle locale. Je pense que chacun voit comment aussi euh, même si parfois ça se passe bien localement entre militants politiques, et ce n'est pas le cas partout, on voit aussi comment les enjeux nationaux viennent créer des tensions. On voit aussi combien tout ça peut être mis à l'arrêt du fait d'une décision nationale. Et donc, si on n'a pas dans la durée quelque chose qui s'installe aussi au niveau national, j'avoue que là, je peux avoir des moments de pessimisme, quoi. Il y a Hervé Nedelec qui met les pieds dans le plat, lui, direct, tu vas répondre par oui, par non, ou peut-être. C'est le NFP est-il mort? Euh, c'est dur de dire ça. Euh, bah, Je peux te dire peut-être pas. merci. Bah, disons qu'il a plus d'existence en tant que tel. En même temps, c'est compliqué pour une députée comme moi de dire qu'il n'existe pas, parce que pour le coup, moi, mon mandat, c'est un mandat NFP. Je suis une députée NFP et ça ne s'est pas arrêté. Il y a encore du monde qui s'y réfère, avec des comités locaux qui ont du mal à vivre, mais qui s'y réfèrent, et puis des gens pour qui ça a été une expérience très positive. Ouais, et en tout cas, L'intérêt d'un pour coup. mon mandat, Non, il il n'est pas mort continue. encore. Il n'est pas plus mort que le PCF, on va dire. Et enfin, je vais finir par deux questions avant de te laisser un peu la parole. Et puis, je te donnerai les questions de Patrick Seyer qui veut vraiment le chercher sur les questions internationales avec précision. Je le trouve un peu dur. Ouais. Euh, donc, deux petites questions. Pourquoi es-tu alternative communiste? Et comme parfois je lis dans des commentaires sur ce que je publie en ma direction, mais en ta direction aussi, où il y a quelques vieux cocos, enfin ils sont pas forcément vieux d'ailleurs, ils sont même parfois jeunes, qui voudraient nous virer du PCF en nous disant allez, allez FI, vous serez mieux, ou vous représentez la FI. Donc ma question est double, c'est pourquoi tu es alternative communiste et pourquoi t'es pas à la FI? On ne me chassera pas comme ça. Bon, d'abord, enfin, je sais pas, c'est peut-être une réponse très personnelle, mais parce que je me sens profondément communiste. Alors, il y a des gens qui sont communistes et qui ne sont pas au PCF, c'est vrai. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens bien, même si ça crée plein de doutes et plein de contradictions, j'en suis sûre. J'ai été très critique et je continue de l'être sur les orgas politiques en tant que tels, parce que souvent, en plus, je les trouve un peu à la ramasse dans la période. Mais d'abord, je crois profondément aux besoins d'une collective. Je pense que le mouvement communiste doit aller jusqu'au bout dans la confrontation avec la domination de classe, qui doit reprendre le pouvoir à la classe capitaliste, qui doit mettre en commun les savoirs, les questions de travail, les dynamiques d'approfondissement du commun. Je pense au travail, au logement, à d'autres choses. Et donc, voilà, l'affrontement avec la classe dominante et la question des communs, c'est des nécessités absolues. Et je pense que l'idée communiste, les idées communistes au milieu de tout ça peuvent être vraiment une contribution essentielle. Donc, je suis contente qu'à Alternative Communiste, on puisse travailler ces questions, y compris avec le cycle qu'on inaugure là. Et puis après, il y a plein d'autres raisons sur pourquoi je suis alternative communiste, mais moi, je ne me pose pas en tout cas la question de
pourquoi je ne suis pas à l'AFI, en fait. D'abord, je pense que voilà, il y a une pensée délégataire qui est trop forte à l'AFI, qui ne me convient pas. Euh, et, et en revanche, je pense que il y a des choses qui persistent chez moi. Je pense que j'ai un attachement très profond à ce qu'est la culture communiste et à la manière dont on fait de la politique avec les gens. Et que j'ai le sentiment que ça, c'est quelque chose qui reste très fort à Alternative communiste et que j'ai pas envie que ça disparaisse. J'ai envie que ça vive parce que je pense ça extrêmement utile pour un projet émancipateur. Voilà. C'est bien. Peut-être qu'on peut se donner 15 à 20 minutes de questions, j'ai un peu dérapé. Moi, j'ai Donc, été trop longue. non, non, enfin peut-être, moi j'ai pas trouvé, moi, j'ai pas trouvé, mais peut-être qu'il y en a d'autres en écoutant. Je ne vais pas répondre à la place des autres. Patrick Sayer, donc je vais essayer de te donner toutes ces questions, comme ça tu pourras éviter celles qui t'embêtent le plus. Donc il a une question, il demande s'il a bien compris, tu mets Poutine, Trump, Meloni, Orban dans le même sac fasciste. Ça c'est pour tester certainement. La deuxième question, c'est peux-tu me confirmer ou infirmer là, il faut être très précise que les députés communistes ont voté la résolution du 30 novembre 2022, j'espère que tu te rappelles ce que tu faisais le 30 novembre 2022, qui dit dans ses articles finaux les choses suivantes. Salue l'octroi à l'Ukraine du statut d'État candidat à l'adhésion à l'Union européenne, invite les États membres de l'Union européenne à poursuivre la construction d'une politique de défense et de sécurité européenne de façon complémentaire et en coopération avec l'organisation du traité avec l'OTAN, souligne le rôle important de l'OTAN dans la protection du continent européen et salue les adhésions de la Suède et de la Finlande à cette organisation, souhaite que la France continue de prendre une part active dans le renforcement de l'autonomie stratégique, oui, je comprends mieux sa question, de, Ouais. de, de l'OTAN dans la défense européenne. Et je crois, oui, et il finit par une troisième question. Enfin, il finit, je ne sais rien, parce qu'après, il y en a peut-être d'autres. Une question, c'est, lors du dernier CN, Fabien Roussel parle positivement de la création de l'espace européen de défense. Quelle différence avec la communauté européenne de défense que le PCF, dont je suis encore membre, a toujours très fortement combattu? Hmm. Alors, je ne vais pas les éviter, sur la résolution, il me semblait que celle de novembre 2022, on ne l'avait pas votée, c'est celle qui est venue de mémoire peut-être en 2024. On avait eu d'ailleurs des débats alternatifs communistes sur la question, mais je pourrais vérifier et renvoyer un message. C'est à Patrick, hein, Ouais, c'est Patrick qui a posé Patrick la Seller. Ouais. question. À Patrick, bon, ce qui est sûr, c'est que moi, je me souviens que sur la dernière, je me suis abstenue et que je me suis déjà fait engueuler parce que il y a des camarades qui estimaient qu'il fallait voter contre, et je comprends pourquoi. Mais je vois bien comment, sur la question de l'Ukraine, à bien des écarts, parfois on se laisse embarquer au travers de votes, non pas sur la question posée réellement par le texte qui est proposé, mais par êtes-vous ou non un soutien, êtes-vous ou non en soutien à l'Ukraine. Voilà. Et globalement, c'est quand même beaucoup comme ça qu'on a orienté nos votes, ce qui est d'ailleurs parfois problématique, hein. Et de plus en plus, en fait, euh, on comprend les votes comme ça. Et ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y a aussi une conscience particulière chez les députés du groupe GDR sur cette question, du fait que comme communistes, nous pouvons être très facilement affiliés, on va dire, à une défense de la Russie, ce qui est un peu lunaire, mais à une défense de la Russie. Donc il y a une espèce de principe de précaution qui est de nous montrer très pro-défense de l'Ukraine pour éviter ce type d'accusation. Donc oui, je pense que moi, je sais que je m'étais abstenue, mais je pense enfin, je crois me souvenir que des députés ont voté en faveur du texte. Ensuite, alors sur défense, je ne vais pas répondre parce que alors là, pour le coup, c'est vraiment des sujets sur lesquels je ne suis pas assez précise. En revanche, ce qui est vrai, c'est que j'ai trouvé enfin, à des moments euh, que justement, il y avait un manque de précision de la part de notre secrétaire national sur ces questions-là, qui me semblait assez à côté des propositions qu'on avait formulées, soit dans une sorte de pacifisme béat qui ne donnait aucune solution sur comment on travaillait à la paix, soit dans une sorte
d'accompagnement, parfois de logique guerrière, donc avec des formes de contradiction assez fortes. Et alors, je ne mets pas un trait d'égalité entre les différents dirigeants que j'ai cités. En revanche, on pourra avoir un débat sur la question de Poutine. Je pense que par la violence, l'utilisation du pouvoir, il y a quelque chose, des éléments de symptômes morbides, tels que Gramsci les définissait, de préfascisation. Merci. Patrick précise que il parlait de 2022, hein, Ouais, alors il faudrait que je regarderai parce que sur celle de 2022, j'ai un doute sur le vote. après, il y a beaucoup d'avis, c'est plus des avis hein, que j'ai dans le chat euh, avec quelqu'un qui s'appelle Martel. Comme le suggère Elsa, de mon point de vue, l'absence de stratégie du PCF permet les accords d'appareil et la tentation social-démocrate qui tend à être présentée comme le sauvetage du PCF, mais qui s'apparente à une liquidation. Plusieurs d'ailleurs, bon, Laurent Lévy, avec son humour grinçant, fait le NFP est mort, vive le Front populaire. Il y a pas de... C'est une belle façon de travailler le sujet. Je vous recommande la lecture de son bouquin, c'est pas mal. On a du mal à faire vivre les comités locaux. Ça, c'est Daniel Sanchez qui dit on a du mal à faire vivre les comités locaux, d'autant qu'ils sont boudés par la direction des partis. Le piège de la division de la gauche se referme tant que l'on sera enfermé dans une stratégie de décohésion entre l'intervention politique et les mobilisations sociales. Je crois qu'elle met le doigt, effectivement, mais tu l'as dit un peu sur. C'était pas qu'à l'Assemblée nationale que tout devait se passer, mais que l'essentiel devait se passer quand même dans le pays. Sur le budget, le NFP gâche pour la seconde année la jonction entre mobilisation sociale et l'intervention politique, alors que pour la première fois le 18 septembre, un appel à la grève, manif intersyndicale contre l'austérité budgétaire et pour la justice fiscale. Et puis Véronique qui dit qu'à l'échelle locale, le NFP, mort ou pas, il faut continuer les mobilisations multi-orgas sous forme de collectifs locaux. Il y en a ou autrement inventé. La mobilisation pour les municipales est un moment que l'on peut discuter beaucoup avec les habitants, avec pour viser que les communes soient les contre-pouvoirs, les idées communistes qui doivent y être présentes et intéressent beaucoup au-delà de nous. Voilà, on a quelques avis convergents. Je ne vois pas demain se lever non plus, donc si il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose qu'on s'arrête là. On mettra d'ailleurs la vidéo en. L'idée après, c'est que ces vidéos servent de podcast. Enfin, ce ne sera pas un podcast, c'est pas le combo, mais de vidéo. C'est le côté mieux. Si j'ai peut-être une question à poser à Elsa. Jacques Barré, si tu n'avais pas parlé, il aurait neigé. Vas-y. Mais Oui, oui, pas un truc trop dur, Jean-Jacques, hein, non, c'est vas-y. pas un truc trop dur, c'est purement, c'est d'actualité en plus. Comme chacun sait, nous célébrons en ce moment le 80e anniversaire de la sécurité sociale. Le groupe GDR a déposé dans la précédente législature une proposition de constitutionnalisation de la sécurité sociale. Elle a été redéposée lors de l'actuelle législature. Bon, moi, je suis très insatisfait, enfin insatisfait, j'en sais rien, mais je sais pas. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de la façon dont ça a été discuté au sein du groupe? Parce qu'il manque une question tout à fait, je crois, pertinente. C'est quelle sécurité sociale voulons-nous constitutionnaliser? Voulons-nous constitutionnaliser l'État social ou la République sociale? Très bonne question, Jean-Jacques Barret. Alors d'abord, ça a été très peu discuté. Oui, C'est Pierre Dharréville à Dharréville, oui. qui l'avait déposé au précédent mandat parce qu'il était le représentant du groupe à la commission des affaires sociales et que je crois qu'il avait compris qu'à l'approche du 80e anniversaire, il fallait aussi poser un acte dans la bataille culturelle. Et puis, la question de la Sécu, aujourd'hui, on voit bien à quel point il y a une tension forte, c'est-à-dire qu'il y a des attaques continues, et ça, elles sont vraies presque depuis sa création, ou en tout cas, on va dire depuis 67. Euh, donc, des attaques très fortes dessus. Et en même temps, pas simplement un attachement dans la société française, même s'il reste fort, mais aussi des propositions d'extension de la sécurité sociale. Ça a été vrai pour la volonté branche autonomie,
C'est vrai aussi pour la question de la sécurité sociale, de l'alimentation. Il y a la proposition de Frio aussi sur la sécurité sociale, dont on dit de la mort, je veux dire des obsèques pour que ce soit plus clair. Mais il y a aussi dans la société des volontés d'extension. Dans la proposition telle qu'elle est formulée, ce qui est intéressant, c'est de rappeler, même si ce n'est qu'une résolution et que ça n'a rien de normatif, c'est de rappeler le fait que pour nous, ce qui est important, c'est ce qui était au fondement de la sécurité sociale, c'est le fait que ce soit d'abord les organisations syndicales et patronales d'ailleurs, de manière paritaire, qui décident pour la Sécu. Et ça fait partie des choses qui n'ont jamais été, enfin, qui ne sont pas discutées au sein du groupe, mais qui sont présentes dans le texte qui a été proposé et qui a été redéposé, je crois, à peu près à l'identique par Yannick Monet, qui est de nouveau le commissaire aux affaires sociales du groupe. Je le dis comme ça, petit taquet au passage, qui est celui qui a voté pour la première partie du PLFSS. Hein. Et donc, on est sur la partie recette. Et cette partie recette, c'est justement celle qui dit ce qu'on va prendre aux salariés ou non, ou aux retraités pour créer ces recettes. Alors que ça serait à eux d'en décider. C'est justement une autre manière. Normalement, ce n'est pas à l'État, ce n'est pas aux députés de décider de ça. Donc, je le trouve presque, enfin, pas presque, je le trouve contradictoire avec ce qu'il a déposé il y a quelques mois. Le problème, c'est pas les Nous sommes cours. d'accord. Je peux rebondir? Bah, vas-y, mais on va pas long. Non, non, pas long. Non, non, tout à fait. Non, non, mais effectivement, là, tu réponds en grande partie à mes interrogations. Euh, je crois que c'est d'ailleurs, je crois que c'est un chantier qu'il faut qu'on ouvre à Alternative communiste. Et d'ailleurs, on en a pris la résolution euh, lors de dernière réunion, et on va essayer de se mettre au boulot là-dessus pour pas spécialement sur la constitutionnalisation. D'ailleurs, c'est pas une résolution, hein, c'est une PPL que vous avez Oui, tu as déposée. raison, pardon, c'est une PPL. Tu as raison, Peu tu as raison. PPL même, mais non, non, parce que c'est plus officiel, si je puis dire, qu'une résolution. Et là, quelque part, je pense que peut-être avons-nous, à ce titre, à interpeller nos camarades députés pour leur dire qu'il faut peut-être creuser un peu plus la question avant de se lancer dans des initiatives purement symboliques, puisqu'en plus, bon, je veux dire, si on regarde le préambule de la Constitution de 46, qui fait partie du socle constitutionnel de la Ve République, néanmoins, elle est constitutionnalisée, la sécurité sociale. Mm. Elle l'est déjà. Bon, Merci. vraiment, c'est à peu près Ah, tout, hein. j'ai deux autres questions. Et je vous propose qu'on arrête ensuite. Il y a Olivier Aclier-Bogéna, d'ailleurs. Mais je suis d'accord sur la politique, c'est à l'Assemblée dans la rue, mais comment faire quand même quand il y a un début de quelque chose dans la rue, comme le 10 septembre dernier, les directions politiques de gauche ne soutiennent pas. Bon, c'est quasiment un avis. Deux questions. Il y a Leïla et non, il y a Véronique qui est tout à fait d'accord avec toi, Jean-Jacques. Et il y a Leïla Kerman qui pose une question. Véronique. Tu dis que la division de la gauche porte sur la stratégie. Penses-tu vraiment qu'il y a accord sur le fond et lequel? C'est Mm, mm. comme les Ça, bidons. ouais. C'est Et la... et il y a Patrice Cohen-Seat qui revient sur l'idée et la digue. C'est peut-être parce qu'il veut faire. Que la digue. Voilà, Pardon. c'est comme il est peut-être le côté Ouais. C'est le breton. moment où je chante pas sur la... C'est le côté breton qui doit sortir. Et puis il y a quelqu'un qui te demande si tu es d'accord pour aller faire une rencontre pour le travailleur alpin à Grenoble, dernier week-end de juin. la digue, parce que... Vous Donc, il y m'entendez? a cette question-là. Attends, vous m'entendez? Oui. Mince. Ah Nous- oui, parce que ça s'est arrêté, on avait l'impression que j'avais plus de connexion. Ah non, on t'entend. D'accord. Je ne sais pas si tu as entendu, mais Patrice Seyer veut t'inviter à la fête du travailleur alpin à Grenoble, dernier week-end de juin. Ah bah, ouais, faut que je Voilà. regarde. Bah ouais. C'est loin, mais oui, il faut que je regarde. Euh, la digue. La digue, en fait, donc à l'initiative de Pouria Amichai, ça part d'une inquiétude, évidemment, de voir ce fascisme 2.0, ce technofascisme qui galope à l'échelle mondiale et de constater qu'il y a une internationale fasciste qui se met à l'œuvre et qu'à côté de ça, euh,
le projet ou l'idéal internationaliste, lui, à gauche, c'est quand même beaucoup de tari et qu'on ne peut pas penser aujourd'hui les perspectives politiques de gauche en les pensant uniquement à l'échelle nationale. Donc l'idée, c'était de réunir d'abord des parlementaires, mais dans l'idée que ça s'étende, qui aillent à la rencontre des progressistes dans divers pays, soit dans des pays qui ont réussi à faire reculer l'extrême droite, soit dans des pays où ils se battent contre l'extrême droite en place. Et parfois, c'est des mouvements très rapides, avec l'idée de créer des liens, de prendre de la donnée aussi, des infos, mais aussi de pouvoir créer un réseau qui ne soit pas seulement un réseau de responsables politiques, mais qui puisse s'étendre. Alors, c'est évidemment modeste pour le moment, mais on fait des déplacements, alors pas moi, mais il y en a qui sont allés aux États-Unis, à Budapest, en Turquie, là dans pas longtemps, je vais en Allemagne et en Angleterre. Et donc, avec l'idée peut-être qu'il y a un meeting commun d'ici quelques mois, pour faire venir des gens à Paris. Je rajoute juste un truc parce que je n'ai pas évoqué pendant la première partie. Je reste sur l'idée que tout est, enfin, que le scénario d'enfer là, avec l'extrême droite au pouvoir, que ce soit pas inéluctable. Et je persiste et je pense qu'il faut faire des choses. Par contre, je me trouve pour le moment très tranquille et un peu impréparée à l'idée que l'extrême droite pourrait prendre le pouvoir et qu'il y a des choses à faire avant. Je prends exemple en ce qui nous concerne, les députés. On a un état de droit qui est extrêmement friable, l'état de droit français. Et par exemple, le fait qu'on continue dans notre constitution d'avoir conservé la possibilité des pleins pouvoirs, je crois que c'est l'article 16, ou d'autres comme ça, est une énorme connerie et qu'il aurait fallu pouvoir, maintenant je pense que c'est un peu tard, mais en tout cas faire en sorte de supprimer ces possibilités-là quand on sait que l'extrême droite peut prendre le pouvoir. Bon. Donc voilà, ça c'est le travail de la digue. Et la deuxième question qui était plus compliquée, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Ah oui, le fond. Le C'est fond. non, c'est Qu'est-ce qu'on a? Leïla, excuse-moi. C'est Ouais, Leïla qui la demande. gauche, un front commun. En gros, tu dis que il y a la division porte sur la stratégie, mais est-ce que sur le fond, on est d'accord et quel fond? Peut-être que c'est Bah, le programme du NFP. ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des désaccords stratégiques qui nous éloignent, ce qu'on voit, c'est combien chacun trouve avoir de grandes différences de contenu programmatique. C'est-à-dire que c'est toujours le bon prétexte pour voir à quel point on ne serait pas d'accord, permettant de justifier pourquoi on n'est pas ensemble. Et qu'à chaque fois qu'on se met ensemble, on est en capacité de créer du commun en contenu. Je redis ce que je crois, c'est il y a une forme d'alignement d'une partie de la gauche sur une gauche qui est plutôt antilibérale, une gauche qui se soucie des différentes formes de domination, etc. Et que donc ça a permis d'être d'accord sur ce type de fond-là, et avec un PS qui, à un moment, s'est débarrassé visiblement pas définitivement des tentations néolibérales et qui avait su tourner la page de l'ère Hollande. De fait, on voit bien que quand les questions stratégiques reviennent et que ça se remet sur la table, alors euh, les tentations libérales revenant, on retrouve un écart du point de vue programmatique. Après, pour répondre à Laïla, moi je ne suis pas pour qu'on soit aligné sur tout en termes de contenu. Je suis pour, y compris, que les différents partis de gauche, même quand ils sont coalisés, puissent continuer à avoir des batailles spécifiques. Euh, Nous, par exemple, communistes ou se sentant affiliés à l'idée communiste, il y a des questions, par exemple, liées au pouvoir des salariés dans l'entreprise qui me semblent assez déterminantes pour nous dans l'affrontement de classe, euh, qu'on ne retrouvera pas du tout dans le programme écologiste et qui, y compris, pourront parfois être en décalage avec leur programme. Bah, ça fait partie des débats, y compris potentiellement des batailles qu'on pourra mener sur le fond avec eux. Mais en tout cas, je trouve qu'à chaque fois qu'on s'écarte un peu les uns des autres et qu'on refuse d'affronter les questions stratégiques, par le même temps, on refuse de faire du commun du point de vue du contenu. Merci Elsa. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là. Pour arrêter, je vais répondre à une dernière question, puisque Marc Norguez
pose la question suivante. Bien que je ne sois plus au parti depuis 6 ans, il y aurait-il une démarche collective pour le prochain congrès et retrouver un parti sur une orientation sur les bases de ce qu'explique Elsa? Alors, pour ça, je vais t'inviter, Marc. Si je me trompe pas, tu es un ancien des ouvriers du livre. J'ai été syndiqué ouvrier du mais bon, si c'est pas ça, c'est pas grave. Vendredi prochain, à 19h30, nous avons l'Assemblée générale d'Alternatives communistes en visio et avec un texte que nous mettons en débat qui pose cette question-là parce que dans Alternatives communistes, il y a des membres du PCF et des non-membres du PCF. Donc, il y a des camarades qui n'en ont rien à cirer de ce qui se discute dans le PCF parce qu'ils ont déjà tourné plusieurs pages de cela. D'autres qui sont très intéressés par ce qui se passe dans le PCF et qui se posent des questions pour y jouer un rôle. C'est écrit dans le projet de résolution qu'on a et qu'on met en discussion vendredi sur quelle peut être notre attitude. Il y a Urgence du communisme qui travaille cette question-là aussi, dont beaucoup d'entre nous font partie et qui va essayer de travailler la préparation du congrès. En tout cas, nous, ce que l'on pense, c'est que si on peut être utile dans la préparation du congrès, c'est aussi en essayant de retravailler des repères politiques, des questions sur ce que nous, on pense communiste dans la situation, de ne pas laisser passer des aberrations aussi que l'on peut voir, ou des défaites idéologiques portées par des dirigeants communistes, euh, voire des trahisons. Donc, ça fait partie des aspects que l'on veut, en tout cas, qu'on travaillera. Donc, certains d'entre nous travailleront sur le congrès, ça c'est à peu près sûr, et d'autres, non, n'en font pas l'alpha et l'oméga de l'intervention d'alternatives communistes. Voilà. Mais on en discute vendredi, donc je vous donne rendez-vous vendredi à 19h30 pour celles et ceux qui sont intéressés. Et si vous n'avez pas reçu le contenu du texte, ben, vous nous demandez euh, la texte. Il y a Antoine Guerrero qui met dans une contribution d'il y a 15 jours dans de Nos Révolutions. Allez voir le site Nos Révolutions. C'est aussi des partenaires d'Alternatives communistes. En tout cas, merci Elsa pour cette soirée et Bah, on merci beaucoup. demande à ta famille. Non, c'était chouette. Merci à toi. Merci, bonne soirée tout le monde. Salut.